chers téléspectateurs et téléspectatrices de Tempo Afrique TV, bonsoir. Bienvenue à notre émission de la chronique du professeur Moussa Issifou, une émission qui est animée chaque jeudi par le professeur Moussa Issifou, avec la réalisation technique, bien sûr, de Malik Fall, l'infatigable, qui a toujours fait en sorte que les émissions de Tempo continuent par arriver à nous, téléspectateurs. Alors, bonsoir à l'Afrique, mon continent bien-aimé. Bonsoir à la diaspora africaine de par le monde. Et bonsoir à tout le monde entier. Ce soir, nous sommes encore là pour nous entretenir, pour faire nos commentaires et nos analyses sur la situation qui a marqué la politique africaine. Et nous irons au Togo, parce que, comme vous le savez, le Togo fait toujours parler de lui. Et nous allons parler un peu de l'ONU, et on ira aussi au Sénégal, au pays de la Teranga. Nous irons là-bas et alors nous allons dire déjà Nagadef à mes amis du Sénégal. Alors nous sommes ce soir-là. Je vais d'abord commencer par un fait, un événement qui marque l'histoire de la politique togolaise. Nous avons atteint un tournant décisif avec l'entrée dans sa 9e journée, n'est-ce pas, de grève de faim, que l'honorable Nicodème Habia a voulu, n'est-ce pas, à entreprendre pour, d'une part, demander la libération pure et simple des prisonniers politiques, je dirais des otages politiques, et arrêtés depuis le début des manifestations, depuis août, et aussi les militants des droits de l'homme, les défenseurs des droits de l'homme qui aussi croupissent dans les prisons du Togo. Alors, cet acte noble posé par notre frère, notre honorable, suscite beaucoup de soutien. Et je vais commencer d'abord mon émission de ce soir en envoyant un soutien patriotique, un soutien avec tout le poids que cela peut comporter à M. Nicodème Habia. Tout le monde entier te soutient. Tout le monde entier avec toi, nous sommes avec toi, la diaspora togolaise avec toi, principalement Tempo TV, Afrique TV, et principalement, plus particulièrement, notre émission, la chronique du professeur Moussa. Nous vous envoyons tous nos saluts, tous nos soutiens nécessaires afin que tout ce dont nous avons besoin pour continuer par réclamer les droits des innocents puissent être disponibles. Alors dis courage et je te soutiens, beaucoup de courage, et je te supporte et je te souhaite beaucoup de courage. Alors, nous allons parler un peu de cette grève-là parce que ce qui a amené l'honorable Habia à entamer une grève de la faim, c'est la désespération, c'est, disons, la lassitude d'attendre à ce que les prisonniers, des innocents qui croupissent toujours dans les prisons, n'est-ce pas, puissent être libérés. Et c'est cette lassitude-là qui a amené l'honorable Habia à entreprendre cet acte patriotique pour amener un tant soit peu les pouvoirs, s'ils ont encore un grain de conscience, ils vont quand même s'exécuter. Mais nous sommes au 9e jour, demain nous allons rentrer dans le 10e jour et rien n'est fait. Au contraire, comme vous allez le constater tout à l'heure dans la vidéo, la gendarmerie togolaise a plutôt voulu aller aussi montrer à la face du monde entier ce dont elle est capable en voulant à travers des matraques, non seulement déloger les soutiens qui étaient arrivés là avant-hier pour notre honorable, mais aussi en voulant forcer l'honorable à quitter les lieux, l'ambassade du Ghana, où il a depuis là élu ce jour, où il continue sa grève de la faim. Alors, regardons plutôt cette vidéo qui a fait le tour du monde et qui fait honte.
Donc, comme je le disais tantôt, le monde entier a eu le temps de vivre l'ambiance qui a prévalu à l'ambassade du Ghana le mardi, lorsque la gendarmerie togolaise a effectué une descente musclée dans le but de déloger l'honorable Nicodème Habia, qui pourtant était là-bas. Donc le Togo comme il va, parce qu'au Togo, les droits ont été tellement bafoués. Il n'y a plus de droit à défendre. Maintenant, quel que soit ce que l'on fait, le régime pense qu'il faut aller interdire. C'est ça qui fait mal. Vous voyez quelqu'un qui entreprend une grève de la faim. Il n'a pas demandé un franc du gouvernement. Il n'a pas demandé quoi que ce soit de l'État, mais l'État se permet d'aller dire à un citoyen, ça c'est au moins faire la grève de la faim, c'est un droit inné. On ne peut pas, c'est pas confisquer cela. Et si vous avez confisqué les droits politiques, vous avez confisqué les droits élémentaires, les droits à l'expression, à la libre expression, le droit à l'association, le droit, n'est-ce pas, aux réunions, le droit à toute assemblée, le droit à l'association, quand même, vous ne pouvez pas confisquer ou bien interdire à quelqu'un de faire sa grève de la faim. Ou surtout, il a fait dans le calme, il n'a pas causé de problème. Donc, moi, je pense que avant-hier, le Rubicon a été franchi. Le Rubicon, je pense que ce n'est pas sérieux. Il va falloir éviter de ce comportement-là parce que, je vous l'ai toujours dit, quand ça devient de trop, vous allez voir que c'est le régime lui-même qui va provoquer une révolte. Et ça sera à ses dépens. En Tunisie, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque le régime de Ben Ali avait atteint un niveau, plus ou moins, un niveau, disons, le paroxysme, n'est-ce pas, de la bêtise, qu'est-ce qui s'est passé? Il a fallu que le jeune Mohamed, qui vendait tranquillement ses légumes, parce que c'est un jeune chômeur, un jeune qui a fini ses études, qui n'avait rien à faire, et il s'est lancé, n'est-ce pas, dans le commerce des légumes. Il s'est débrouillé comme il pouvait. Et les soldats l'ont poursuivi jusqu'à ce dernier retranchement où ils ont voulu l'embêter, n'est-ce pas, en confisquant ses légumes. Qu'est-ce qui s'est passé? Le jeune Mohamed s'est immolé par le feu en guise de protestation. Et c'est ça qui avait déclenché ce qu'on appelle aujourd'hui le printemps arabe. Et ce printemps a sillonné partout. Il est passé par l'Égypte. Il est aussi passé par la Libye. Et je pense que si le régime fort ne fait pas attention, comme je l'ai toujours dit, nous aurons notre printemps, mais nous allons l'appeler l'harmattan togolais, puisque au Togo, c'est l'harmattan que nous n'avons pas de printemps. Alors, lorsque le régime s'amuse à pousser le peuple togolais jusqu'à la limite où ce n'est plus permis, je pense qu'il doit s'attendre à beaucoup de choses. Chez nous, nous disons souvent que lorsqu'un enfant dit à sa maman, « Maman, vous n'allez pas dormir ce soir », il faut que l'enfant aussi s'apprête à veiller jusqu'au matin, puisque ce n'est pas possible que la maman seule puisse être éveillée et que l'enfant puisse dormir. Ça, ce n'est pas possible. Pour que la maman ne puisse pas dormir, il faut que l'enfant soit là pour continuer, n'est-ce pas, par déranger la maman. Et notre histoire maintenant, avec le régime de Gnassingbé, c'est comme ça. C'est le bébé à sa maman. Lorsque vous avez dit que nous n'allons pas respirer, vous aussi, vous n'allez pas respirer. Regardez ce qui s'est passé hier. Comment l'appelle-t-on, même ce matin, en France. En France, des compatriotes togolais, courage à la main, ont pu envahir l'ambassade togolaise à Paris pour manifester leur colère contre la détention de nos citoyens qu'on a arrêtés depuis plusieurs mois. Ils demandent purement et simplement leur libération. Vraiment, l'entretien a été houleux. Le gars qui était en poste, je pense que c'était l'adjoint ou le chargé d'affaires, a eu chaud jusqu'au point où il voulait se démarquer du régime, puisqu'il disait, je cite, « Non, le régime que vous accusez, moi je ne suis pas associé à ce régime. Et mon cher frère,
Est-ce que vous pouvez reconnaître votre voix lorsqu'on va vous convoquer à Lomé 2? Je n'en sais rien. Alors s'il y a des vidéos, il y a une vidéo qui peut nous apporter la preuve, regardons-la ensemble pour que vous puissiez savoir que nous, on ne dit rien sans preuve. Merci. À présent, nous nous permettons de faire une petite analyse par rapport à la détention de ces citoyens, une détention qui dure depuis 9 ou 10 mois. En effet, la plupart de ces citoyens, de ces frères togolais, de ces innocents, qui sont encore en situation de détention dans les prisons du Togo, en effet, qu'est-ce que ces citoyens ont fait? Ces citoyens n'ont fait que manifester, comme tout le monde. Ils ont manifesté pour demander un changement, pour demander une alternance politique, pour qu'on puisse mettre fin à une tentative de monarchisation du Togo. C'est tout le tort que ces citoyens ont commis pour mériter une prison sans jugement, pourtant où on les garde dans des conditions très difficiles. Ce que nous nous disons, nous l'avons toujours réaffirmé, nous avons dit que si, entre-temps, le régime cinquantenaire a pu comprendre que la demande formulée par ces citoyens, cette demande-là, même qui les a conduits en prison, a abouti à un dialogue que le régime lui-même a allé demander pour qu'on puisse régler les problèmes posés par ces citoyens qui manifestent. Je me demande, qu'est-ce qui ne marche pas chez ces gens-là? Si vous avez reconnu que les demandes ou bien les demandes et les exigences que ces jeunes, que ces citoyens ont formulées sont légitimes, dans la légitimité se situe au niveau du fait que le régime a dû aller chercher des gens pour venir intervenir, notamment la CEDEAO, pour pouvoir servir de médiation. Ce qui signifie que ce que les jeunes demandent, ce que ces prisonniers demandaient, c'était légitime. Il n'y avait pas de crime. Alors, à partir du moment où vous avez reconnu qu'il y a crise, qu'il faut résoudre le problème, maintenant, quelle logique vous suivez pour garder ces gens-là en prison? Autrement dit, vous êtes en train de vouloir une chose et son contraire. C'est là où le bas blesse au niveau du comportement du régime. Parce qu'une chose est de rejeter les demandes d'une population donnée. Mais une autre chose est, n'est-ce pas, de continuer par la rejeter. Mais ici, vous rejetez cette demande et en même temps, vous acceptez cette demande. Votre acceptation de cette demande-là se situe au niveau du fait que vous avez cherché une médiation qui est en cours. Alors, automatiquement, cela suppose que les prisonniers qui ont été arrêtés dans le cadre de ces manifestations devaient purement et simplement être libérés. Mais donc, si vous les gardez jusqu'ici en prison, cela sort du cadre, n'est-ce pas, de la raison pour laquelle vous les avez arrêtés. Ça va dans un autre cadre. C'est pourquoi désormais, il nous est aisé de les appeler otages personnels de Faure Gnassingbé. Je ne sais vraiment pas pourquoi cela se passe ainsi, mais je pense qu'il y a peut-être, c'est pas une intention inavouée ailleurs, parce que si c'était pour les manifestations, le problème serait déjà réglé, puisque ces manifestations ont conduit à une prise de conscience par le régime qu'il y a une crise. Et cette crise est en train de subir une médiation. Alors moi, je ne vois pas pourquoi on va maintenir des gens qui ont pu faire en sorte que les gens ont pu réaliser qu'il y a crise, qu'il faut aller au dialogue. Alors je me demande, où va le monde et pourquoi le régime ne puisse pas comprendre qu'ils sont en contradiction avec eux-mêmes.
parce que vous ne pouvez pas dire qu'il y a crise, l'accepter, solliciter une médiation et au même moment, vous continuez par garder prisonniers les gens qui manifestaient pour attirer votre attention sur cette crise. C'est là où on est un peu embêté quand il s'agit du Togo. Peut-être que le Togo, c'est un pays où le monde va à l'envers. Sinon, comment comprendre que ceci se passe depuis 10 mois? Alors, c'est ce qui explique l'exaspération de l'honorable Abiya qui a décidé, n'est-ce pas, de prendre son courage en main et de déclencher une grève de la faim, peut-être dans l'espoir que nos dirigeants, nos gouvernants ont encore, n'est-ce pas, quelques graines de conscience et qu'ils pourront être émus et faire en sorte qu'ils pourront, n'est-ce pas, aller vers la libération de ces otages. Mais ce qui est encore pire dans cette histoire, c'est que depuis le premier jour de la facilitation, la question de la libération de ces détenus, c'était en première position. C'était ça qu'on avait appelé entre-temps les mesures d'apaisement. Mais ces mesures d'apaisement n'ont jamais été totales, n'ont jamais été effectives. Et c'est de ces mesures-là que nous parlons. Nous ne posons pas un autre problème. Ce n'est pas un nouveau problème que nous sommes en train de poser. Nous sommes en train de parler de ces mesures-là qui avaient été, n'est-ce pas, acceptées de commun accord par le régime et qui avait promis qu'il devait libérer tous les prisonniers afin d'apporter ou bien de faire naître un climat de confiance. Mais quelle ne fut pas notre surprise de voir que le régime continue par faire sourde oreille. Il ne veut rien entendre, il ne veut rien voir, il ne veut rien dire. Et ils ont transformé subitement ces innocents en des otages qui pourront utiliser pour marchander contre quelques avancées que ce soit. Mais c'est que le pouvoir doit savoir une chose. Le pouvoir doit savoir que lorsque la goutte d'eau va déborder le vase, ils ne pourront plus contenir le monde. Et ça sera à leur dépens. C'est ce que nous sommes en train de dire et ils pensent que nous blaguons. Ils n'ont qu'à essayer de mesurer un peu ce qui s'est passé le 19 août. Est-ce qu'ils n'ont jamais su que les Togolais sont capables d'une telle révolte? Mais ils n'ont encore rien vu. Moi, je pense que je leur dis de continuer par tergiverser. Je leur demande de continuer par garder ces innocents en prison et vous allez voir que tôt ou tard, il y aura quelque chose comme un ouragan. Vous allez voir, il ne va rester rien sur son passage. Il va tout balayer et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer parce que je sais que trop sera trop un jour. Alors je demande humblement au régime en place, ce n'est même pas au régime, à Fort et Sozina Yassine. Ces otages sont des otages personnels. Il faut les libérer. Vous ne les libérez pas, désormais vous n'aurez plus de paix à travers le monde entier. Vous avez vu ce qui s'est passé à l'ONU. Normalement, l'Assemblée générale annuelle de l'ONU, c'est un moment de fête où tous les présidents viennent célébrer, n'est-ce pas, la diversité, la démocratie. Vous avez vu? L'ONU est devenue votre bête noire. Vous êtes arrivés, mais vous n'avez rien pu faire. Tout le monde circulait librement. Mais vous vous cachiez. Et vous vous cachiez du point où vous avez raté, où vous avez décidé de ne pas prononcer votre discours. Parce que la diaspora togolaise en Amérique du Nord vous attendait au pied ferme. Vous n'avez pas pu prononcer votre discours. Vous étiez absent à l'appel. Et c'est une honte pour mon pays. C'est une honte parce que vous avez dit au Togo que vous vous déplaciez à l'ONU pour aller, n'est-ce pas, participer au sommet. Mais arrivé, on ne vous voit pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors hier, certains compatriotes, du moins la majorité des compatriotes résidant dans les environs de New York, ont pu, n'est-ce pas, faire un exploit où ils ont tout fait pour localiser l'hôtel où résidait son excellence, résidait Fort Sozina Yassine, et ils ont pu quand même lui envoyer des messages. Nos compatriotes étaient là-bas, ce n'était pas pour, n'est-ce pas, t'humilier, M. Fort. Ce n'était pas dans le but de vous humilier, mais c'était dans le but d'attirer votre attention sur les crimes qui sont en train d'être commis sur d'innocents citoyens. Alors, nous avons une vidéo qu'on va vous montrer et vous verrez avec vos propres yeux, que ce que j'ai dit a eu lieu hier, où Fort a été interpellé. Mais
il n'a pas eu le temps d'écouter parce qu'il continuait par se cacher. Et ça, c'était regrettable. Alors, regardons plutôt la vidéo et vous allez me dire ce qui s'est passé. Merci. Faure must go. President Faure, you have to go. Faure must go. Président Faure, tu dois. Monsieur le Président. Il est là, je le vois là. Il ne me reconnaît pas. C'est Faure, le Président Faure. Alors, Son Excellence, Président Faure. Nous sommes là pour vous. Nous voulons que vous libérez les prisonniers. Il faut faire des réformes. Le président, il faut faire des réformes. Président Faure, il faut faire des réformes. Faure must go. Il faut faire des réformes. Comme je le disais tantôt, désormais la diaspora togolaise est décidée. Elle a fait une promesse à son peuple le 19 août 2017. Elle a dit que, quel que soit le prix, elle va continuer la lutte jusqu'à la victoire finale. Maintenant, nous allons dire que la deuxième phase de la lutte contre la dictature de Gnassingbé s'est déplacée dans la diaspora. Et désormais, la diaspora dit que tous ceux qui soutiennent de près ou de loin le régime de Gnassingbé trouveront la diaspora sur leur chemin partout où ils vont passer. C'est-à-dire de Melbourne en Australie, en passant par Ottawa au Canada, par New York, bien sûr par Bruxelles, Paris et autres, tous ces lieux-là seront quadrillés par la diaspora togolaise. Je vous dis très bien, que ce soit la délégation officielle présidentielle, que ce soit la délégation ministérielle, que ce soit, quels que soient ceux-là qui vont voyager, et que la diaspora arrive, n'est-ce pas, à comprendre ou à identifier ces gens-là, à ce régime de près ou de loin, tous ces gens-là se verront protester par la diaspora. Alors, préparez vos ceintures. Partout où vous irez, la diaspora sera là pour vous dire qu'il faut partir, parce que trop c'est trop. Alors, cette campagne a commencé, elle est lancée, c'est jusqu'à la démission de ce régime. D'abord, nous allons vous demander de libérer purement et simplement les otages. Après leur libération, nous allons maintenant vous demander de faire vos valises parce que trop c'est trop. Alors, la lutte s'est déplacée dans la diaspora et la diaspora compte la mener jusqu'au bout. Chers camarades, je pense que vous avez le vent en poupe. La diaspora togolaise a le vent en poupe. La diaspora combattante togolaise, la diaspora consciente, la diaspora patriotique, la diaspora et que sais-je encore, le monde entier vous admire. Vous avez inspiré le continent africain. Nos frères du Niger en parlent. Nos frères de la Côte d'Ivoire en parlent. Du Gabon en parle. Du Congo en parle. Et nous avons promis qu'après la chute du régime togolais, nous nous rendrons en Afrique centrale. Nous nous rendrons au Cameroun, nous nous rendrons au Congo-Brazzaville, nous nous rendrons au Congo-Kinshasa. Nous allons aider l'Afrique à se libérer. La diaspora consciente, elle est prête. C'est comme une armée. Elle marche avec confiance. C'est une diaspora déterminée. Désormais, la bataille s'est déplacée dans les capitales occidentales et nous allons la mener jusqu'au bout. Alors je rappelle aux tenants du régime que vos jours sont comptés. À partir du mois où vous ne pouvez plus jamais vous déplacer à l'étranger tranquillement, je pense qu'il faut commencer par faire vos valises. Soit vous demandez à ceux-là que vous supportez de libérer les otages et de faire en sorte que les réformes constitutionnelles et institutionnelles puissent être opérées dans la concorde afin que nous puissions connaître une alternance que nous souhaitions, une alternance pour laquelle nous n'allons rien marchander, pour rien au monde. Alors, nous sommes là pour l'obtenir. Vous avez pensé entre-temps que nous allons nous fatiguer, nous allons abandonner. Non. Nous sommes d'ailleurs plus que jamais galvanisés. Avec l'acte de grève de la faim que vient de poser l'honorable Abia, désormais le Togolais pense que rien ne peut plus l'arrêter. Nous allons essayer toutes les actions possibles
bien sûr pacifique, pour amener le monde entier à écouter les pleurs du peuple togolais, à écouter cette maman qui continue de pleurer son enfant. Là, en octobre 2017, nous ferons en sorte que tous ceux-là qui ont été tués par les soldats de ce régime puissent, n'est-ce pas, retrouver la paix, que leurs familles puissent retrouver la paix, n'est-ce pas, et puissent retrouver la force nécessaire. Nous allons leur offrir l'alternance. L'alternance, c'est quelque chose que nous devons, c'est un devoir citoyen désormais. On ne doit plus regarder derrière, il faut aller de l'avant et nous allons obtenir l'alternance pour tous ces gens-là, pour leurs parents, pour les morts, pour les blessés, pour les handicapés à vie. Tous ces gens-là attendent de nous. C'est pourquoi la diaspora, enfin, ne fait de cette lutte une lutte patriotique, une lutte personnelle, une lutte consciente, une lutte qui sera une lutte qui va inspirer toute l'Afrique. Et ça, nous y serons. Nous sommes au rendez-vous déjà et nous allons continuer par être au rendez-vous jusqu'à la victoire finale. Alors, désormais, vous avez vu que la peur a changé de camp. Lorsqu'un président d'un pays se déplace pour venir au sommet de l'ONU et qui n'arrive pas à prononcer un discours parce que sa diaspora l'attendait, pour lui poser des questions, pour lui poser un certain nombre de doléances, ça veut dire que quelque chose s'est passé. Et ça, déjà, c'est une victoire pour la diaspora parce qu'elle a osé et elle a obtenu l'attention du monde entier. Vous avez vu, tout le monde entier en parle maintenant. Les gens se demandaient où est passé le président de la République togolaise. Pourtant, il était là le matin à l'ouverture. Maintenant, vers midi, le temps de son discours, on ne le retrouvait plus. Il était devenu introuvable. Jusqu'au lendemain, hier, là où la diaspora, par n'est-ce pas, son intelligence, a pu localiser l'hôtel où s'est caché notre président. Et la diaspora a pu, n'est-ce pas, être là-bas pour aussi lui communiquer son message. Et son message était clair. Je pense qu'il avait déjà entendu ce message, mais il aurait fallu que l'on le lui rappelât parce qu'il faisait semblant de ne rien comprendre. Donc, comme vous avez vu, dans les interpellations, on a dit Fort Masgo, il faut libérer les prisonniers. Je pense que pour cette fois-ci, Fort Gnassingbé va laisser Diles. Il va lâcher Diles, il va libérer les prisonniers parce que le message a été clair et il a été bien entendu. Je pense qu'il va s'exécuter. Il y va, n'est-ce pas, de sa crédibilité, n'est-ce pas, et de son honneur. Parce que s'il ne le fait pas, donc il ne pourra plus se déplacer librement parce que la diaspora de par le monde entier sera toujours là pour le lui rappeler. Alors, il vaut mieux le faire tard que jamais, comme on dit chez nous. Si tu refuses d'aller au champ le jour du marché, tu finiras par y aller le jour de la fête. Parce que ce jour-là, tu n'auras pas de nourriture pour même faire la fête. Donc, il va falloir aller chercher la nourriture. Alors, je ne veux pas que la situation de ces prisonniers devienne comme ça pour Fort. Parce que tôt ou tard, je sais qu'il sera obligé, n'est-ce pas, de les libérer. Et des fois, il les libérera contre son gré. Et ça sera la honte. Alors, il vaut mieux le faire maintenant pour qu'on puisse enfin dire qu'il a une fois dans sa vie respecté ses engagements qu'il a pris vis-à-vis de la communauté internationale, vis-à-vis de la CEDEAO. Et ça, je pense que c'est très important. Si nous pouvons prendre une pause publicitaire. Chers téléspectateurs, votre émission Grand Débat passe sur Tempo Africa. Restez toujours connectés car nous vous apportons les réalités de l'Afrique. Votre animateur principal est Serge Nyawa qui est toujours là pour être connecté avec vous. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain.
Mesdames et messieurs, une fois encore, bonsoir. Nous allons continuer cette deuxième partie, toujours avec le Togo. Et le Togo, où, comme vous le savez, le dimanche 23 septembre, dimanche dernier, 23 septembre 2018, le comité de suivi s'est réuni une deuxième fois à Lomé pour, n'est-ce pas, examiner et de lancer la mise en œuvre de la feuille de route proposée par la CEDEAO. La CEDEAO qui a proposé une feuille de route, vous êtes sans savoir que la CEDEAO a proposé une feuille de route qui a failli, n'est-ce pas, dormir, parce que cette feuille de route a été proposée depuis le 31 juillet et entre-temps il n'y a pas eu assez d'avancées. Donc le comité de suivi a d'abord eu une première réunion pour voir comment cette feuille de route a été mise en œuvre. Après avoir fait le constat de l'immobilisme à ce niveau-là, elle est repartie, le comité il est reparti, n'est-ce pas, rendre compte aux facilitateurs, Nana Akufo-Addo et Alpha Condé, et qui, n'est-ce pas, ont dû donner de nouvelles consignes pour pouvoir, n'est-ce pas, venir à les imposer, n'est-ce pas, aux partis en conflit. Donc, ces nouvelles consignes ont été données. Et donc, le 23 septembre dernier, la CEDEAO, ce comité, est arrivé à Lomé. Il est arrivé à Lomé avec dans sa poche plusieurs actions qu'il a dû prescrire aux deux partis. D'abord, l'opposition togolaise réunie dans la C14, la coalition, n'est-ce pas, de 14, demandait que la CENI soit composée de façon équitable, contrairement à ce que faisait croire les tenants du pouvoir, où ils pensaient qu'ils pouvaient avoir jusqu'à 17 personnes. L'opposition devait se contenter de 4. Donc la ténacité de l'opposition a finalement payé. Et lorsque le comité de suivi est revenu, il a dû, n'est-ce pas, couper, n'est-ce pas, la poire en deux. Et il a demandé à ce que la commission électorale soit composée de façon paritaire. Donc l'opposition enverra 8 délégués à la Commission nationale électorale et le RPT UNIR enverra aussi 8 délégués, ce qui fait 16. Mais le problème qui se pose, c'est le problème de la présidence de cette entité si importante. La CENI est tellement importante, surtout dans le cas du Togo, tout simplement à cause de la fraude. C'est à cause de la fraude qu'elle est importante, parce que au Togo, le gouvernement estime qu'il ne peut pas organiser des élections et les perdre. Ça, c'est devenu comme un maxime, un postulat, n'est-ce pas, qu'il continue, n'est-ce pas, de défendre chaque jour que Dieu fait. C'est un postulat qui n'a jamais varié. On ne peut pas organiser des élections et les perdre. C'est comme ça. C'était un postulat défendu à travers l'Afrique, dans beaucoup de pays, mais depuis là, il devient de plus en plus rare parce que la dictature ou le pouvoir à vie devient de plus en plus une espèce en disparition. Donc, n'est-ce pas, en Afrique de l'Ouest, la seule, n'est-ce pas, dictature qui continue de croire que cette façon de penser est encore, n'est-ce pas, d'actualité, alors que le monde a déjà dépassé ce stade-là. L'Afrique tout entière est en train de dépasser ce stade. Alors, ce qui fait que la CENI au Togo est une entité importante, je viens de le dire, c'est parce que le régime pense que, en maintenant le contrôle sur la CENI, toutes les fraudes pourront être faites et que personne ne pourra réaliser et personne ne pourra rien faire. Alors ce que moi je propose, j'ai déjà fait cette proposition il y a de cela 3 mois, j'ai dit que l'opposition togolaise doit tout faire, je dis bien, et nous devons ensemble, parce que je fais partie de ces forces-là qui luttent pour le changement au Togo. Je fais partie de ces forces qui luttent pour l'avènement de l'alternance au Togo. Nous allons tout faire, nous devons nous battre pour que la présidence de la CENI soit assurée par l'opposition togolaise, ou à défaut, par une personnalité neutre. Mais nous sommes épris de justice. Nous voulons toujours l'équité. Je ne veux même plus dire que la présidence soit assurée par l'opposition, non. Je propose que cette présidence de la CENI soit assurée par une personnalité neutre. La fois passée, j'avais déjà balancé le nom du général Béazin, qui fait partie d'ailleurs du comité de suivi.
c'est une personnalité qui peut jouer un rôle neutre dans la crise togolaise. Donc je propose que ce général soit considéré, n'est-ce pas, et faire en sorte qu'il puisse venir nous aider à la CENI, où il va présider la CENI en tant que président. Et dans ce sens, il y aura 2 vice-présidents. Et une vice-présidence sera assurée par l'opposition démocratique, la C14, et la deuxième vice-présidence, une autre, sera assurée par le RPT UNIR. Alors, on aura une CENI où il y a une personnalité neutre qui assure la présidence, et 2 vice-présidents issus, n'est-ce pas, des 2 camps en conflit. Moi, je pense que si la communauté internationale veut être sérieuse, si la CEDEAO veut être sérieuse, si les facilitateurs veulent être sérieux, si les Togolais veulent être sérieux, si le Faure Gnassingbé veut vraiment être sérieux par rapport à la sortie de la crise, pour enfin on puisse aller à des élections apaisées où il n'y aura plus de sang coulé au Togo, moi je pense qu'il faut commencer par penser à l'organisation de la CENI. Faire en sorte que la CENI puisse être dirigée par une personnalité neutre. Nous devons insister, je m'adresse maintenant à l'opposition togolaise, nous devons insister et il n'y a pas de compromis à faire là-dessus. Il faut se camper, il faut vous camper sur cette position-là. Nous devons exiger et demander, nous devons persister, insister et signer afin d'obtenir que la CENI soit présidée par une personnalité neutre. Moi, j'ai proposé Biazin. Je pense même que d'autres peuvent proposer des personnalités étrangères neutres qui pourront venir présider, n'est-ce pas, à la CENI, présider la CENI pour qu'au moins nous puissions avoir confiance. Alors, en dehors de la CENI, il y a beaucoup de choses à faire pour, n'est-ce pas, contrer la fraude. Le découpage électoral, c'est un problème sérieux. Un découpage déséquilibré, un découpage criminel qu'il faut rapidement revoir. Parce que sans cela, tout ce que nous aurons fait sera réduit au néant. Parce que rien ne sera fait proprement. Alors, il faut d'abord résoudre le problème à partir du découpage électoral. À partir du moment où le découpage est équilibré, ou en tout cas, pour chaque citoyen, son vote, vous allez voir que, quelles que soient les tentatives de fraude, ça ne va rien changer. Donc, la fraude au Togo se situe à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau du découpage, la fraude est déjà commise là-bas. Maintenant, on arrive au niveau de la commission électorale, le bourrage d'urne, la falsification des résultats. Tout ça a fait qu'on ne sait plus ce qui se passe. Tout ça a fait que très souvent, on arrive à avoir plus de votants que le nombre inscrit sur les listes électorales. Vous voyez, depuis quand vous voyez ça? Supposons que 2 500 000 personnes ont été inscrites, n'est-ce pas, pour voter. À la fin du vote, on retrouve 3 500 000. Où est-ce que vous avez vu ça? Mais au Togo, cela se passe très souvent. Où on se permet de faire des doublons au niveau des votes. Une seule personne qui va voter 10 fois. Et comme le disait une vieille, je pense que c'était aux élections présidentielles 93, où une vieille, c'était une vieille innocente, n'est-ce pas? Elle était là, à ce moment où on était étudiant, elle est venue, elle était arrivée à notre niveau, pour elle, c'était un exploit. Elle a dit, ah oui, regardez, cette bête-là, moi j'ai voté 10 fois aujourd'hui. J'ai voté 10 fois. Elle dit, pauvre vieille, si c'était dans un autre pays, vous allez faire la prison. Parce que vous venez de commettre une fraude qu'on ne peut pas qualifier ici. Mais bon, elle a été amenée par le régime à voter 10 fois. Vous vous souvenez, ces élections-là, c'était les élections au cours desquelles le président américain Jimmy Carter a dit abandonner, n'est-ce pas, la supervision des élections. Il avait donné une conférence de presse à l'aéroport où il disait, je cite, l'encre supposée être indélébile est débile. Point de citation. Alors, le président américain est parti et il a parlé son français et puis il est parti et il a fui, il a dit non, moi je ne peux pas avaliser cela. C'était l'année-là même que la vieille a voté 10 fois pour, bien sûr, le même candidat. Alors, quand nous parlons de fraude au Togo, ce n'est pas de l'amusement. Nous ne faisons pas, n'est-ce pas, ce n'est pas de la comédie. C'est réel.
Ça existe. Nous avons des exemples qu'on peut citer à longueur de journée et on ne va pas en finir parce qu'il y en a plein. C'est pourquoi nous insistons. Alors, je dis bien, il faut revoir le découpage électoral. Il faut mettre tout ça là à plat. Il faut faire tabula rasa de tout ce qui s'est passé et refaire un recensement digne de ce nom après un nouveau découpage, n'est-ce pas? Et maintenant, après le découpage, il faut faire un recensement à 0 digne de ce nom. Et là, nous allons recomposer la CENI, nous allons chercher une personnalité neutre pour venir présider la CENI, nous allons attaquer au CENI, au bureau de vote, et que sais-je encore. Mais il y a encore un autre problème. Il faut faire cesser la loi selon laquelle les magistrats dans les villes sont automatiquement les présidents, n'est-ce pas, des CENI. Il faut abandonner cette pratique-là. Parce qu'au Togo, il n'y a pas de magistrats neutres. Tous ces magistrats-là sont trempés. Le verre est déjà dans le fruit. Il faut les changer et il faut essayer de mettre des personnalités neutres. Et pour cette fois-ci, pour l'équilibre des forces, il faudrait que l'opposition puisse avoir le même nombre de présidents des CENI que le pouvoir. C'est comme ça qu'on appelle parité. On ne peut pas faire la parité à moitié. La parité ne doit pas se situer seulement à la CENI, non. Elle doit aussi s'étendre au CENI et que sais-je encore. C'est là où nous verrons que les élections seront crédibles. Alors, j'ai une question à poser au tenant du régime. Si vous pensez que vous avez la popularité, si vous pensez que le peuple togolais vous aime, si vous pensez que le peuple veut que vous soyez encore au pouvoir pour longtemps, pourquoi vous n'allez pas laisser un autre organiser ces élections-là pour une fois dans l'histoire du Togo, pour au moins voir si vous êtes populaire ou pas. Si vous voulez organiser et contrôler tout, c'est parce que vous savez que si les élections sont libres, vous n'allez rien gagner. C'est pourquoi vous voulez vous approcher. Alors, cette fois-ci, nous disons que si nous n'obtenons pas toutes les conditions optimales pour des élections libres et transparentes, rien ne va se passer au Togo. Nous verrons tout pour que rien ne se passe, jusqu'au point où on arrive à s'entendre sur les modalités de transparence, sur les modalités d'équité avant d'aller à ces élections. C'est pourquoi je demande au parti des 14 de rester soudés, de continuer par, n'est-ce pas, rester très ferme par rapport à votre position et nous allons vaincre parce que notre cause est noble. C'est nous qui défendons le bas peuple, le peuple qui est affligé, le peuple qui est affamé, le peuple qui est assujetti, le peuple qui est opprimé depuis des décennies. C'est nous qui le défendons. C'est pourquoi notre cause est noble. Dieu est avec nous et nous y vaincrons. Alors, mes chers camarades de la C14, mes chers compatriotes de par le monde, la société civile, les activistes de la diaspora, les partis politiques, tout le monde entier, je pense que l'heure est venue pour faire ce front commun-là, le front commun du changement. Nous allons l'obtenir. Nous allons obtenir le changement. Ce n'est pas parce que nous allons rester à la maison, mais parce que nous allons le demander et nous allons agir pour l'obtenir. Et c'est comme ça que nous serons contents pour jouir de ces fruits. Alors, la fraude ne va plus avoir lieu au Togo. C'est le moment où à jamais, pour tout faire, pour faire échouer toute tentative de fraude. Et nous sommes prêts, nous sommes debout. Et nous n'allons pas seulement dénoncer, nous allons passer à l'action. Nous allons empêcher à ce que la fraude, n'est-ce pas, puisse avoir lieu au Togo. C'est pourquoi je lance un appel pressant à ces jeunes de par les hameaux, les campagnes, les villages, les villes, les quartiers du Togo. Préparez-vous. Cette élection, si elle venait à être organisée, c'est votre élection. La victoire qui sera là-bas, c'est votre victoire. Alors ne restez pas à la maison. Soyez vous-même acteurs de cette élection-là. Faites tout pour empêcher toute tentative de fraude. Je vous lance cet appel. Et demain, le Togo vous sera reconnaissant. Et je pense que je vais clôturer cette page du Togo en vous disant merci une fois encore. Mais quand je vais revenir après la pause publicitaire, bien sûr, moi je suis de nationalité africaine. Je vais me rendre chez mes frères du Sénégal, à qui je dis Nagadef déjà, et quand je vais revenir, je vais essayer de parler du Sénégal. Le Sénégal, la terre de Sédar Senghor, la terre de Hachek Anta
Diop, la terre de Ousmane Sembène. Je vais m'y rendre pour essayer de parler un peu de la politique parce qu'au Sénégal, il y a un jeune qui suscite beaucoup d'admiration. Et nous allons lui apporter notre soutien en tant que panafricaniste. Moi, je suis de nationalité africaine, alors le Sénégal, c'est chez moi aussi. Je vous remercie. Alors, merci. Pour toutes vos informations en politique, en économie, en sport, en santé, retrouvez Yves Kenao sur Tempo Afrique TV, la station de l'éveil du continent africain. Encore une fois, bonsoir chers téléspectateurs. Comme je vous le disais tantôt, nous sommes maintenant au pays de la Teranga, au Sénégal, où nous allons parler d'un jeune politicien que je vais nommer le Barack Obama sénégalais, nommé Ousmane Sonko. Ousmane Sonko qui est un jeune de 44 ans et qui a osé se lancer en politique, qui maintenant, n'est-ce pas, est devenu une bête noire pour le président Macky Sall. Comme je l'ai dit à un Sénégalais la fois passée, Macky Sall a sali le Sénégal et Ousmane Sonko viendra le nettoyer. Alors, vous allez voir que Ousmane Sonko a dit, je le cite, « Quand je vais arriver au pouvoir, je ne vais pas construire les routes. Je vais d'abord construire l'état de droit puisque le Sénégal a cessé d'être un état de droit. » Fin de citation. Alors, avec un jeune aux idées si parfaites comme ça, qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez pas pouvoir résister. Il faut le supporter. La jeunesse sénégalaise a de la chance. Elle a de la chance par rapport à ce que Sonko a dit. Parce que dans un État où le droit n'existe pas, l'État cesse d'exister. L'État peut faire semblant d'exister, mais ça n'existe pas. L'Africain, ce ne sont pas les routes que les Africains veulent. Des routes qui sont, n'est-ce pas, construites à travers des dettes contractées à la Chine, des dettes que les générations, plusieurs générations, ne pourront pas payer. Ça, c'est de la pagaille. Pendant ce temps, lorsque le citoyen n'a pas ce droit, lorsque le citoyen ne peut pas manger à sa faim, lorsque le citoyen ne peut rien faire sans avoir peur d'être envoyé en prison, moi je pense que l'État a cessé d'exister. C'est pourquoi je suis à 100% d'accord avec Ousmane Sonko.
C'est pourquoi j'ai dit que Ousmane Sonko incarne désormais la jeunesse africaine. Ousmane Sonko incarne désormais la lutte africaine. Ousmane Sonko incarne désormais l'espoir de toute la jeunesse africaine. C'est pourquoi je suis là pour Ousmane Sonko et c'est pourquoi je demande à la jeunesse sénégalaise d'écouter ce que Ousmane Sonko leur dit. Parce que Ousmane Sonko, c'est l'avenir. Alors, Ousmane Sonko, de qui, n'est-ce pas, qui est Ousmane Sonko? Ousmane Sonko est né à Thiès, n'est-ce pas, le 15 juillet de 1974. Il a fait ses études à l'ENA, à l'École nationale d'administration. Il est aujourd'hui un inspecteur des impôts et il est en même temps député depuis 2017, où il essaie de recadrer à tout moment le parti au pouvoir par rapport à ses dérives. Ousmane Sonko est devenu, n'est-ce pas, l'étoile montante du Sénégal, l'étoile montante de la politique africaine, du point où Nicolas Simel Ndiaye, consultant international en stratégie, par ailleurs fondateur du think tank L'Afrique des idées, dit ceci sur Ousmane Sonko. Et il dit Ousmane Sonko constitue une triple chance pour le Sénégal. D'abord, pour notre vitalité démocratique, car une majorité présidentielle aussi large a besoin d'une opposition de temps plus forte pour éviter de sombrer dans un confort et une léthargie, certes confortable à court terme, mais de toute évidence insoutenable dans la durée. Ensuite, pour notre jeunesse, dont une partie, certes, commence progressivement, n'est-ce pas, à se désintéresser de la politique, à montrer son indifférence par rapport à la politique. Et enfin, pour nos institutions, dans la mesure où il défend un principe certes consensuel, mais jamais acquis, n'est-ce pas, celui de l'équilibre du pouvoir, pour que, comme l'écrivait Montesquieu, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir. Fin de citation. Alors vous comprenez avec moi mon engouement, mon enthousiasme par rapport à Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est devenu désormais la bête noire de Macky Sall. Désormais, Macky Sall a un sommeil qui est troublé. Il a de la trouille parce que Ousmane Sonko est là. Et je pense que Ousmane Sonko a pu rallier toute la jeunesse sénégalaise. À travers son projet de société qu'il a présenté, je pense que tout ira bien. Et nous pensons que, comme l'a dit le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire, il est temps que nous passons le pouvoir à une nouvelle génération de politiciens. Je pense que Ousmane Sonko représente cette nouvelle génération-là. Je pense qu'après le Sénégal, le Togo viendra, puisqu'au Togo c'est en 2020. Le Togo connaîtra aussi, n'est-ce pas, cette alternance, non seulement du pouvoir, mais de générations politiques. C'est ça que nous recherchons. Cette jeunesse-là qui va refuser, n'est-ce pas, d'être des valets de la France-Afrique. Cette jeunesse-là qui va refuser d'incarner la continuité, n'est-ce pas, de Michel Foucault et que sais-je encore. Cette jeunesse qui va continuer de se baisser, n'est-ce pas, comme des esclaves à quelque président français que ce soit. Cette jeunesse-là qui va faire en sorte que l'Afrique va revenir aux Africains, et l'Afrique sera protégée par les Africains, et l'Afrique, n'est-ce pas, va produire des bénéfices pour la jeunesse africaine. C'est ça qui nous attire vers Ousmane Sonko. Ousmane Sonko est devenu désormais la référence de cette nouvelle Afrique naissante. Une Afrique que nous attendons de tous nos voeux. Une Afrique que nous avons voulu avoir, mais qu'on nous a privé, dont on nous a privé. Une Afrique car j'avais chanté beaucoup de nos poètes. Afrique en Afrique, Afrique que chante ma grand-mère au bord de son fleuve natal. À l'Afrique que chantaient tous nos poètes. L'Afrique qu'exaltait tous nos poètes. Cette Afrique-là, il y aura cette renaissance. Et cette renaissance, je pense, elle va commencer en 2019 au Sénégal. Elle va commencer par l'élection d'Ousmane Sonko qui incarne cette nouvelle Afrique-là naissante. C'est pourquoi nous allons dire que à partir de ce moment-là, rien ne va plus arrêter le train de l'Afrique.
le train du développement, le train de l'autosuffisance africaine, le train de la fierté africaine, le train de l'Afrique de nos grands-parents, le train de l'Afrique de nos aïeux, le train de l'Afrique qui faisait la fierté des Africains, le train de l'Afrique qui mettra fin, n'est-ce pas, aux noyades de nos confrères qui est au bord, au large, n'est-ce pas, de la Méditerranée. L'Afrique qui mettra fin à la souffrance de nos frères qui sont gardés comme esclaves en Libye. Tout cela, à travers Ousmane Sonko, cette nouvelle Afrique-là naîtra. Et nous ferons un front commun, n'est-ce pas, de Lomé à Dakar, en passant par, bien sûr, en passant par le Ghana et autres, et du Caire au Cap, en Afrique du Sud. Nous allons nous réunir, nous allons nous unir autour d'un objectif commun, autour d'un objectif commun, l'objectif principal qui sera de reconstruire l'Afrique. Parce que l'état de droit est si cher à nous autres Africains. Et sans état de droit, il n'y a pas de développement humain. Sans développement humain, il n'y a pas de développement social. Sans développement social, il n'y a pas de développement économique. Les gens pensent que nous allons privilégier le développement économique et ça va aller. Non. Tout ça dans un tout. S'il n'y a pas de développement humain, il n'y a pas de développement économique. S'il n'y a pas de développement social, il n'y a pas de développement économique. Alors, nos dirigeants ont beau prêter de l'argent à la Chine. Ils ont beau utiliser l'argent là pour des projets qui ne sont pas nécessaires. Moi, je vous rappelle, il n'y aura pas de développement tant que la personne humaine n'est pas au centre de nos préoccupations. L'Afrique que nous voulons construire, c'est une Afrique où l'homme, n'est-ce pas, est au centre de nos préoccupations. C'est une Afrique humaniste. Une Afrique humaniste, mais c'est pas un humanisme qui est un humanisme de développement. Un humanisme, n'est-ce pas, d'ouverture. Un humanisme, n'est-ce pas, qui met tout le monde, tout ce qui respire au centre de nos préoccupations. Un humanisme qui fait en sorte que l'équilibre, n'est-ce pas, puisse régner dans le monde entier. Pour que la liberté soit respectée. Pour qu'aucun citoyen d'aucun pays ne puisse aller en prison parce qu'il a exprimé son opinion. Pour qu'aucun citoyen ne puisse aller en prison parce qu'il a osé protester contre le régime en place. Pour qu'aucun citoyen ne puisse craindre pour sa vie parce qu'il a osé demander au peuple, n'est-ce pas, de se soulever contre un tyran. C'est de cette Afrique-là que je parle et c'est pourquoi je suis très heureux aujourd'hui de parler de mon frère Sonko, Ousmane Sonko, parce qu'il incarne cette Afrique-là et l'Afrique que nous appelons de tous nos vœux. Alors, je vais rapidement clôturer cette page du Sénégal et donner un rendez-vous encore au Sénégal la prochaine, parce que nous allons continuer par suivre Ousmane Sonko jusqu'à sa victoire. Nous allons marcher avec lui jusqu'à cette victoire-là parce qu'il incarne tout ce que la jeunesse africaine attend, n'est-ce pas, des leaders africains. Alors, je vais vous remercier pour ce soir. Je pense que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Je pense que nous allons nous retrouver jeudi prochain pour continuer notre chronique, pour qu'enfin l'Afrique se libère. Nous l'avions dit, nous allons mettre cette chronique au service de l'Afrique. Tous ces Africains-là qui ont à cœur le développement humain, social et économique de l'Afrique, nous allons parler d'eux. Nous allons essayer de les présenter au monde entier et nous ferons en sorte que le monde puisse leur rendre hommage parce qu'ils sont en train de défendre une cause noble. Pour, n'est-ce pas, l'instant, je vous quitte et je vous embrasse tous. À jeudi prochain. Merci beaucoup pour votre écoute et merci. Ciao, ciao.